Bonjour, bienvenue dans le webinaire immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo. Donc aujourd'hui, nous sommes début juin 2025. Nous avons le plaisir de recevoir trois sociétés de gestion. Alors je vais commencer par les femmes, par Miranda Kabiri qui représente la Bonjour. société Alderan. Bonjour Miranda. Bonjour. Nous avons également Yann Vidcock de chez Arkea RM. Bonjour Yann. Bonjour Benjamin. Et nous recevons également Christophe Inizan qui représente la société La Française. Bonjour Christophe. Bonjour Voilà. Benjamin. Donc des maisons très très différentes dans leur approche, dans leur existence de vie sur le marché de la SCPI, sur l'immobilier. Alors pour débuter ce webinaire, rapide introduction. On a été dans une crise suite à la guerre en Ukraine, l'augmentation, l'inflation, les taux d'intérêt qui ont monté de façon très forte dans un laps de temps très court. Forcément, un impact sur le marché de l'immobilier. Donc un début de crise en 2023 qui s'est prolongé sur 2024. Donc on va revenir un peu pas forcément sur 2023-2022 parce que sinon on pourrait remonter aux temps anciens des Romains et ça ferait trop long pour un webinaire. Mais en revanche, revenir peut-être sur l'année 2024 qui a été une année de transition. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé 2025 et quelles sont les perspectives à venir. On voit qu'il y a une prime de risque finalement qui s'est reconstituée quand même sur l'immobilier. Je lisais encore ce week-end que le taux de livret A allait baisser au début août, donc les livrets réglementés vont baisser. Donc c'est que si ça baisse, c'est que les taux eux ont aussi baissé. Donc ça recrée effectivement un attrait pour la SCPI, pour le. On va en parler et puis on va évoquer aussi bien évidemment les perspectives d'évolution sur les taux. Alors les taux, on parle de quoi quand on parle de taux, on en discutera aussi. Je vous laisserai disserter là-dessus. On arrive dans la période du bac, donc on va être en plein dans les dissertations. Donc c'est à vous aujourd'hui, messieurs et madame, de disserter sur tous ces sujets. Donc voilà un peu cette introduction, ce webinaire immobilier qui va donner des idées, des points de vue avant les vacances, avant l'été 2025 aux conseillers qui écouteront ce webinaire. Alors dans un premier temps, je vais vous demander brièvement de vous présenter et puis de présenter bien évidemment votre maison. Alors je ne sais pas si on commence par Miranda ou si on finit, c'est comme vous le souhaitez, Miranda. Parole aux hommes. Parole aux hommes, on finira donc par Miranda. Christophe, si tu peux te présenter une maison que j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, mais faisons-le quand même. Si, merci Benjamin effectivement pour cette introduction. Alors j'ai le plaisir de démarrer Miranda avec grand plaisir. Dans quelques mots sur la Française, alors on la présente toujours parce que la Française évolue et je rappelle en quelques mots que la Française est le pôle de gestion d'actifs d'un ensemble qui s'appelle Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui aujourd'hui est le 6e pôle de gestion d'actifs en France et qui, pour donner quelques chiffres, représente à peu près 150 milliards d'actifs sous gestion au moment où je vous parle. 77% sur des actifs qu'on va qualifier de cotés et 23% sur les actifs non cotés. Et au sein de ces actifs non cotés, vous avez effectivement la poche dont on va parler aujourd'hui, qui est la poche immobilière, qui pèse à peu près, on va dire, 30 milliards. Alors les 30 milliards de la partie immobilière qui s'appelle la Française REM, puisque tu m'en parlais, sont répartis entre des fonds grand public, les SCPI, et des fonds qu'on va qualifier d'institutionnels ou des mandats. Là, la partie qui nous intéresse davantage aujourd'hui, à destination des partenaires professionnels de la gestion de patrimoine en France, c'est plutôt les CPI, pour réduire un petit peu le scope de ce qu'on fait, mais sachez que aujourd'hui la Française REM, c'est à peu près 1900 immeubles sous gestion, 4 millions de mètres carrés, et donc bien évidemment on a un historique, un track record, comme disent les financiers, assez important sur ce marché, et on vit ce cycle de manière un peu différente de mes confrères, puisqu'on a des CPI très anciennes qui font preuve pour certaines de plus ou moins de résilience, adossées en partie à du bureau, mais pas que, et on verra tout à l'heure, vous verrez que la segmentation des marchés de l'immobilier, je dis bien des marchés de l'immobilier, réagit très différemment en fonction de on est sur du bureau ou on est sur la santé, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc clairement aujourd'hui une maison qui affronte ce nouveau cycle avec une appréhension plutôt de très long terme. Donc il y a des secousses, on y apporte des réponses et je les développerai dans un instant. Merci beaucoup Christophe. Yann, représente-nous Arkea RM, qui est du coup en termes de gestion de SCPI le dernier né de vous trois, si je dis pas de bêtises, puisque je crois qu'Alderan est arrivé un petit peu avant vous, donc voilà.
Ouais, effectivement. Donc RKRM, c'est une société de gestion assez récente, cousine de la française, parce que nous, on a une émanation du Crédit Mutuel Arkea, avec une originalité importante, c'est-à-dire que les managers détiennent 30% de la société, donc ce qui rajoute une forte fibre entrepreneuriale. Et on a connu une croissance très rapide du fait de cette chance qu'on a eu du timing de lancement d'Arkam, puisque Arkam ça a été lancé en juin 2021 et agrément début 2022, et donc les premiers fonds Territoire Avenir, notre SCI en juin 2022 et la SCPI en janvier 2023, c'est-à-dire au moment où la crise se déclenche. Et ça, ça a été une opportunité très forte pour nous, puisqu'on a pu se positionner uniquement sur des actifs à des valeurs qui étaient dégradées avec des taux de rendement assez élevés, ce qui a fait qu'on a fait des performances relativement bonnes ces 2 dernières années. Et ça a fait qu'effectivement, l'année dernière, on a été premier collecteur d'épargne immobilière en France. L'originalité en plus du modèle, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une collecte qui vient de notre trésor. C'est-à-dire que sur les 435 millions qu'on a fait sur Transition Europe l'année dernière, notre réseau, Crédit Mutuel Arkea, a fait 4% de la collecte. 96% de la collecte, c'est de la collecte de CGP indépendants externes au réseau. Et c'est ça, effectivement, souvent qui surprend le plus quand on parle Crédit Mutuel Arkea. Tout le monde se dit, ah oui, mais c'est votre réseau qui collecte. Non, aujourd'hui, c'est essentiellement une SCPI et on y tient. Le but, c'est vraiment d'être le plus compétitif possible avec tous nos partenaires et aujourd'hui donc c'est un peu plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion Arcarem et quasiment 40 salariés avec le fonds Star, c'est Transition Europe qui je le disais a levé 435 millions l'année dernière. On a lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle Momentum et qui a été lancée en début janvier. Et ce sera intéressant d'en parler au moment de parler du marché parce que c'est la question, c'est est-ce que c'est toujours le bon moment ou pas pour lancer des véhicules et puis après 2 autres véhicules qui sont en assurance vie que sont Territoire Avenir et Silver. Merci Yann, effectivement j'allais en parler de Momentum, donc est-ce que effectivement c'est le bon moment, le nom semble en tout cas l'indiquer, mais on en reparlera tout à l'heure. Miranda, donc pour finir, oui. La présence féminine de ce webinaire. Donc nous on n'est pas aussi gros, on est plus petit puisqu'on gère 1,8 milliard d'euros d'actifs environ. On est une société de gestion créée en 2015, agréée AMF 2017, avec des racines qui évidemment remontent à bien plus loin puisque Alderan est né en fait d'un family office fondé en l'an 2000 par 2 entrepreneurs experts en immobilier, dont Rémi Bourgon, notre président actuel. On est une société de gestion 100% indépendante, donc dans le sens où on n'est pas adossé à un groupe, et le capital est à 75% détenu par le management, ce qui pour nous est assez important en termes de stabilité des people en place. Donc à l'origine, Alderan, c'est une société avec un très fort ADN logistique, donc classe d'actifs complexes et classe d'actifs d'experts, mais en fait au fur et à mesure du temps, on s'est également diversifié dans l'investissement et la gestion de toute typologie d'actifs tertiaires en France et également à l'étranger. Donc aujourd'hui, on couvre à peu près toutes les classes. On fait pas de résidentiel. Un peu plus de 5 ans après le lancement de notre première SCPI Activimo, on a aujourd'hui 6 fonds régulés, mais on est surtout connu pour nos 2 SCPI. Donc Activimo, qui a aujourd'hui 5 ans, qui est la première SCPI pan-européenne spécialisée en locaux d'activité et en logistique urbaine en France et en Europe, qui fait un petit peu plus de 1,3 milliard d'encours aujourd'hui, lancé à un très bon moment en sortie de Covid et à un moment où les investisseurs ont vraiment compris l'intérêt de cette classe d'actifs qui autrefois était vraiment snobée en réalité. Et Comet que l'on a lancé plus récemment, fin 2023, en toute sortie de crise, on peut le dire comme ça, et qui, 18 mois après son lancement, dépasse les 200 millions de capitalisation. Merci beaucoup Miranda donc pour ce point sur Alderan. Alors, maintenant qu'on a fait la présentation globale de ce webinaire et de vos maisons respectives,
On va faire un retour sur 2024, hein, comme je l'ai dit en introduction. On va parvenir, les taux ont fortement monté. 2023, les premières secousses, les premières baisses de prix de part de SCPI interviennent au mois de mars-avril, si je dis pas de bêtises, chez certains de vos concurrents. L'été 2023 acte de façon assez forte cette baisse. Et puis, en fait, on va dire de juillet 2023 à juillet 2024. Une année glissante, très compliquée à tout point, sur les volumes, sur les prix, etc., etc. Et puis, en tout cas, c'est ce que nous on a ressenti chez Wanimo. On travaille avec vos trois maisons. On a l'impression que sur le deuxième semestre 2024, il y a eu un regain d'intérêt sur la SCPI, sur la classe d'actifs, que la prime de risque a commencé à se reconstituer quand les taux forcément ont baissé. Donc moi je considère que 2024 a été une année de transition, une année coupée en deux finalement. Un premier semestre encore très compliqué, et puis un deuxième semestre avec des points positifs et un regain d'intérêt quand même des investisseurs. Comment vous avez vécu cette année finalement, une fois qu'on a passé 2023? Comment on embraye sur 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vos maisons ont fait ou mis en place? Alors j'imagine que ce ne sera pas forcément les mêmes choses selon les différentes maisons. Comment vous avez vécu 2024? Christophe, on essaiera d'alterner les prises de parole le temps, mais par exemple à la Française, qui est la maison la plus ancienne des trois présentes aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu l'année 2024? Oui, et ça me permet de compléter mon introduction qui a été assez succincte volontairement, mais en vous rappelant quand même à toute fin utile qu'on reste leader en AUM sur le marché des SCPI malgré le contexte. Donc ça prouve une chose, et je vais en répondre à ta question tout de suite, ça prouve une chose, c'est que le temps long est vraiment l'élément qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle d'immobilier, de SCPI ou plus généralement d'immobilier. Et donc là, on vit une séquence effectivement très chahutée. On l'a vécu à la Française sur certains de nos fonds, mais plus globalement, si je dézoome par rapport aux fonds qu'on gère à la Française sur l'immobilier en général et l'immobilier de bureau en particulier, c'est vrai qu'il y a eu un choc assez brutal. On va pas refaire l'histoire, mais 2024, pour répondre à ta question, oui, sur la fin de l'année, je partage ce que tu as dit, c'est-à-dire on commence à voir revenir un certain intérêt des investisseurs sur cette classe d'actifs, parce que ça a été dit par Yann, il y a probablement un moment de marché. Alors on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'on touche le point bas, mais probablement on est plus proche d'une reprise du marché, en tous les cas d'une stabilisation, qu'une poursuite de la baisse. Ça c'est je dirais pas une certitude, parce qu'on va être prudent et dans le contexte actuel, mais quand même c'est plutôt on analyse à la Française en toute humilité. Sur 2024, il y a un élément quand même qui a marqué, alors pas l'Europe, mais le marché français, c'est la dissolution. Donc c'est une crise politique qui vient quand même remettre un petit coup d'incertitude dans le comportement des acteurs économiques. Et si on zoome sur la partie immobilière, il y a un élément dont on parlera, mais que je tiens à préciser immédiatement, c'est que la boussole en immobilier reste cette notion de prime de risque. Et cette notion de prime de risque, elle est directement corrélée à l'OAT en France, pour ne parler que de la France, donc les taux longs. Et il y a quelque chose qui est assez nouveau, ou encore exacerbé en 2025, on y reviendra tout à l'heure, c'est la volatilité des dettes souveraines, des taux des dettes souveraines. Et ça a une conséquence sur l'immobilier, j'y viens, c'est que ça génère chez les acteurs une difficulté à trouver un prix d'équilibre assez stable et assez ancré pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Ça, c'était fin 2024. Ça, c'est très important parce que on s'attendait tous à une reprise assez dynamique. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça a été un petit peu reculé, on va le dire comme ça, pour avoir un scénario optimiste, qui était celui qu'on avait fin 2024. Mais clairement, quand on analyse les chiffres, ne serait-ce que les volumes d'investissement sur le T4 2024, on voit bien, et en SCPI en particulier, on voit bien qu'il y a de nouveau de l'appétence sur ce marché, clairement. Avec un élément, mais je laisserai mes confrères compléter, c'est qu'on voit par contre un élément de modification, je dirais, structurelle à l'œuvre. C'est qu'autant le bureau, bien évidemment, concentrait tous les investissements, ou la majeure partie des investissements sur le cycle précédent, que ce soit en France mais aussi en Europe.
En Europe, on était à 65% à peu près d'investissement en immobilier de bureau. En France, on était quasiment à 80% avant la crise qu'on a connue à compter de 2022 dont tu as parlé. En tous les cas, la hausse des taux, qui est donc une crise financière et pas une crise immobilière. On aura peut-être le temps d'y revenir, mais ça, c'est le cycle qui est derrière nous davantage. Là, aujourd'hui, on voit bien que l'immobilier de bureau est en train de retrouver une place à l'image des autres classes d'actifs. On a parlé du commerce, on peut parler de la logistique, on peut parler de la santé. On voit bien qu'il y a une réallocation des capitaux qui est beaucoup plus diversifiée que dans le cycle précédent. Ça répond notamment au post-Covid. Donc le bureau a été choqué par le Covid, on va pas refaire l'histoire, mais quand même c'est important. Et ça répond au fait que probablement certains acteurs, à juste titre, considèrent qu'une partie du périmètre des bureaux en France et en Europe est suroffreuse, inadaptée, pour ne pas dire obsolète. Et c'est ce qui se dégage, je termine par cela, sur le marché de l'immobilier de bureau. On voit bien un marché à deux vitesses. On a beaucoup parlé de polarisation, clairement on y est. Sur les marchés QCA, à Paris, pour ne prendre que cet exemple, mais c'est valable dans beaucoup d'autres métropoles européennes, on voit des loyers qui ont continué à progresser. On peut prendre toujours ces exemples, mais ils sont assez parlants quand même. C'est 1 200 € hors charge par mètre carré par an sur les top assets. Et on voit par exemple à l'inverse, vous prenez, alors je vais pas citer l'exemple le plus emblématique, mais quand même c'est la Défense. La Défense, le loyer c'est 600 €. Donc à quelques kilomètres près, vous avez des loyers à 1 200 et des loyers à 600. Donc on voit bien que le marché c'est quand même assez disloqué, donc faut l'avoir à l'esprit. Faut savoir privilégier les actifs prime et peut-être se défaire, arbitrer les actifs qui ne répondent plus aux nouveaux modes de consommation. Et on voit un mouvement très très puissant à l'œuvre. Donc ça, c'est sur l'immobilier de bureau. Et en même temps, on voit qu'il y a des classes d'actifs extrêmement résilientes qui ont été moins impactées, voire pas impactées par la crise, ou en tous les cas dans une mesure beaucoup plus faible. Vous l'avez tous en tête. Enfin, nous, on le vit à la française, et je termine par là, c'est la santé, dans une moindre mesure la logistique, voire dans la dimension géographique, tout ce qu'on appelle les métropoles régionales françaises, qui eux sont moins choqués par la crise que l'immobilier de bureau francilien. Et c'est un élément de conclusion que je vous livre, c'est qu'on voit bien que les volumes d'investissement, quand on parle du marché français, sont équivalents en Île-de-France et en région. Et ça, c'est un élément très nouveau. Parce qu'en France, on avait l'habitude de dire que les investisseurs se concentraient sur l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est moins le cas, en tous les cas, lorsqu'on parle de bureaux. Donc, vous voyez une classe d'actifs qui nécessite quand même une analyse assez fine. Le cycle qui va s'ouvrir aujourd'hui ou demain va probablement traduire ce que je vous dis là en quelques mots. Il faudra être vraiment aux aguets et bien capter la spécificité de chaque classe d'actifs en fonction de chaque marché et des différents fonds dans lesquels on peut loger ces actifs dont je vous parlais précédemment. Merci Christophe. Alors du coup, tu fais la passe à Miranda puisque tu as évoqué la logistique. Miranda, votre retour sur l'année 2024, vous qui êtes à la base beaucoup plus spécialisé justement sur cette partie logistique. Alors, on est spécialisé logistique, mais pas que, parce que comme je vous le disais, on intervient sur toutes les classes d'actifs et puis on intervient surtout au niveau européen. Donc, pour nous, l'année 2024 a été plutôt bonne, mais aussi parce que Activimo a 5 ans et que Comet vient tout juste d'être lancé. Donc, on est dans un contexte de consolidation de portefeuille pour Activimo et puis vraiment de création de portefeuille pour Comet. D'un point de vue immobilier, ce qui a été assez intéressant, effectivement, on a eu l'euphorie des années 2015-2022. Dès la fin 2022, on a quand même constaté un vrai ralentissement, une vraie reprise, moi je trouve quand même, des volumes d'investissement sur 2024, même si on est très loin des niveaux qu'on a pu connaître même l'année du Covid. Beaucoup d'opportunités à aller saisir un petit peu sur toutes les classes d'actifs, à condition, comme le disait Christophe, de se positionner en fonction de la géographie sur la bonne classe d'actifs. Nous, on fait beaucoup de logistique, mais c'est vrai que la logistique... c'est une classe d'actifs selon nous qui est résiliente. On a des taux de vacances assez bas au niveau européen, mais il y a des régions aujourd'hui où il vaut mieux faire de la logistique que d'autres. Je pense à la Pologne, je pense à l'Espagne, peut-être un petit peu moins sur certaines régions françaises. Donc, il faut vraiment aller sélectionner les bons endroits. Après, je pense que nous, ce qui nous aide énormément aujourd'hui, c'est que on a de la collecte forte et puis on arrive à trouver des bonnes opportunités sur les marchés à des taux de rendement qui sont quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on a pu connaître il y a encore 2 ans. Donc l'année 2024, elle a été bonne.
tant sur la collecte que sur les rendements. Donc, on n'a évidemment pas connu les difficultés qu'ont pu connaître des acteurs plus anciens sur ce marché. Et là où je rejoins Christophe, c'est que de toute manière, ce qui compte, c'est le long terme. Donc, on va en parler. Je sais que dans le thème, vous aviez mis les nouvelles SCPI versus les anciennes, mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va acheter, détenir sur le long terme, transformer le portefeuille, conserver un portefeuille qualitatif. Et le vrai enjeu, il est là. Mais en tout cas, 2024 nous permet de consolider et de renforcer notre position. Merci Miranda. On reparlera effectivement aussi en termes de collecte sur les SCPI, parce que je discutais avec certains de vos confrères qui me disaient mais c'est compliqué sur la collecte, etc. Forcément, les volumes se sont restreints et le nombre d'acteurs a augmenté. Et ce qui est sûr aussi, c'est que je suis assez convaincu, en tout cas c'est ce que nous on voit, c'est qu'aujourd'hui les conseillers ont bien intégré le fait qu'il fallait réaliser de véritables allocations d'actifs tant sur le plan sectoriel que géographique, et que aujourd'hui on peut plus se permettre de mettre des gros tickets sur une seule ou deux SCPI, et qu'on voit vraiment des allocations. Il arrive d'avoir des dossiers à 300 000 euros avec 7, 8, 10 SCPI finalement, et aujourd'hui ils viennent vraiment chercher cette diversification. Donc il faudra arriver à se positionner dans ces allocations en tout cas, mais ce qui peut expliquer que certains acteurs globalement, même si on sent une reprise, c'est encore un peu lent sur la partie collecte. Il y a du coup l'année 2024, alors forcément qui a peut-être été un peu différente pour vous, parce que 480 millions ou 485 millions, c'est assez colossal dans une année qu'on va dire post-crise et année de transition. Comment vous avez fait pour déployer ces 480 millions? Qu'est-ce qui explique ce succès? Alors 435, mais effectivement c'est beaucoup. Pardon, sur Transition Europe. Non, comment on a fait pour déployer? Déjà Transition Europe, d'où son nom, c'est un fonds européen. Donc c'est ça qui nous aide. On serait que sur le marché français, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais sur un fonds, sur un marché européen global. Qui à son apogée est entre 300 et 400 milliards, l'année dernière a plutôt été autour des entre 150 et 200 milliards. C'est plus facile de placer 400 millions. Nous, c'est vrai que l'année a été exceptionnelle parce que attirer de la collecte, ça entraîne un cercle vertueux, comme disait Miranda tout à l'heure. C'est-à-dire que attirer de la collecte, ça permet d'être en position de force vis-à-vis de vendeurs qui aujourd'hui sont dans des situations compliquées. Et donc d'avoir la main quand on achète et de pouvoir négocier les prix, de pouvoir et donc d'acheter à des taux de rendement élevés. Et c'est vrai que cette année 2024, elle a été exceptionnelle pour ça. Elle a permis, notre taux moyen d'acquisition en 2024, il est supérieur à 7,5% sur des actifs de qualité, parce que encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui de comparer des véhicules qui ont commencé à des investissements différents. C'est-à-dire qu'on sait que la doxa financière dit que plus de taux de rendement égale plus de risques. Oui, sur une période longue, mais si on entre à des moments au marché du cycle, c'est plus vrai en fait. C'est-à-dire qu'un même actif, je prends l'exemple du centre commercial Las Rosas qu'on a acheté à Madrid en fin de dernière année, 3e chiffre d'affaires Carrefour en Espagne, 7 millions de visiteurs par an. On a acheté ça à 7,5% de taux de rendement immobilier. Honnêtement, c'est un actif qui, au sommet, aurait valu autour des 5%, voire un peu en dessous de 5%. Et donc, voilà, quelle est la rémunération du risque? Non, c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour comparer des véhicules. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que 2024 a été une année exceptionnelle. Là où je rejoins Christophe, c'est que il faut être extrêmement prudent, moi je trouve, sur 2025 et sur l'avenir, parce que la situation économique européenne est mauvaise, catastrophique, je sais pas quel mot utiliser, et que moi c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Nous on est ultra vigilants, notamment sur les locataires, parce qu'il y a un taux de défaillance des entreprises qui est très important. Et donc là où si je pense que je me souviens plus le dernier séminaire que j'avais fait avec toi, Benjamin, mais ça devait être il y a 6-9 mois, et je pense que j'étais un peu plus optimiste sur la reprise à venir.
Là, j'ai des doutes sur la reprise à venir. En tout cas, là, sur 2025, qu'on soit sur un plancher, oui, pas partout. Moi, je pense que sur le bureau, on n'est pas sur un plancher encore. Pas sur tous les immeubles de bureau, comme le disait très fort justement Christophe, hein, il parle de transactions à 1200 euros du mètre sur Paris. On parle même de négociations en cours à 1300 euros du mètre. Hein. C'est-à-dire que chaque mois, en gros, on est en train d'augmenter le loyer de 100 euros du mètre dans Paris. Hein. Ça veut dire quelque chose. Mais à côté de ça, on a des zones sinistrées. Hein. On va prendre l'exemple, même si nous on est en Europe, mais de l'Île-de-France parce que ça parle un peu plus aux gens. Mais c'est la même chose dans les grandes agglomérations ailleurs. Hein. Vous prenez des agglomérations comme Vélizy, Massy, Rueil, autour de Paris, c'est la catastrophe absolue. Hein. Il y a une vacance terrible et avant qu'on retrouve de la liquidité sur ces actifs-là, ça va prendre du temps. Donc je pense que moi, pour 2025, 2024 a été une année très intéressante et je pense que 2025 l'est également. Je vais prendre un exemple tout simple dans nos BP qu'on fait à peu près en septembre-octobre pour la projection de l'année suivante, donc septembre-octobre 2024 pour 2025, on s'était dit, je pense qu'en 2025, on achètera à des taux un peu plus faibles que ce qu'on a acheté en 2024, plutôt entre 6,5 et 7, plutôt qu'autour de 7,5. Dans les faits, c'est pas du tout ce qui se produit en fait, parce qu'on a toujours un marché déprimé. Alors, encore une fois, hein, comme disaient Miranda et Christophe, il faut faire attention puisque c'est un marché qui est très hétérogène suivant les secteurs, suivant les géographies. Donc c'est un marché où la valeur ajoutée de la société de gestion est très importante. Savoir est-ce qu'il faut mieux aller faire de la logistique en Allemagne, de la santé en Espagne ou de l'hôtellerie en Irlande. Enfin voilà, je prends des exemples au hasard, mais il faut être très vigilant. Mais le marché aujourd'hui, pour les sociétés qui collectent, pour les SCPI qui collectent, puisqu'on parle de SCPI, est extrêmement porteur. Et là, moi, je pense que la différence se fera dans les mois et années à venir sur les SCPI qui ont été capables de collecter. Donc, tu as autour de la table des gens qui sont capables de collecter et je pense que c'est ça qui fera la différence puisqu'on aura pu déployer du capital à des taux de rendement élevés qu'on verra pas avant un prochain cycle. Donc une dizaine d'années en gros, on va dire, hein, entre 8 et 15 ans suivant la durée des cycles. Mais c'est ça qui est important. Je pense qu'aujourd'hui cette collecte, elle est très avantageuse, hein, que ça soit pour Alderan, que ça soit pour la Française, que ça soit pour Arc&RM. Elle nous permet de nous positionner sur des actifs à des prix qui sont vraiment très intéressants et qui vont nous permettre d'asseoir la performance de nos véhicules à long terme. Et ça, c'est, je pense, ce qui fait la clé des prochaines années. Hein. Comme disait Miranda, c'est vraiment qu'on fasse 8,25 l'année dernière sur Transition Europe, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui est important, en fait. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire sur les 10 ou 15 prochaines années. On n'est pas là pour juste faire un feu de paille pendant 2 ans, voilà. Et donc, pour asseoir cette performance à long terme, il faut de la collecte il faut bien l'allouer dans des secteurs variés. Hein. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la diversification, pouvoir investir sur des classes d'actifs diversifiées permet aux gérants de s'adapter et d'aller là où c'est le plus intéressant pour le porteur de part. Ouais, et puis de traverser les cycles en fait, hein, parce que ce qu'on voit en Europe, c'est que déjà aujourd'hui tous les marchés ne font pas la même taille. On a des poids lourds en Europe et puis on a des marchés beaucoup plus timides. En 2024, il y a certains marchés qui ont rebondi, mais d'autres, la France hein, par exemple, qui est quand même un petit peu au ralenti. Et puis la collecte, en fait, c'est à la fois en ce moment, quand on n'en a pas et qu'on lance un véhicule, je pense que c'est assez compliqué parce que on arrive sur les marchés et on n'a pas réellement l'écoute du marché. Je prends le cas de l'Irlande. Hein. Moi, j'ai investi depuis 2016. En 2016, il y avait personne. On était seuls. C'était très facile. Puis de nouveaux acteurs sont arrivés. L'année dernière, j'étais à un salon, je pense qu'on y était tous, à Expo-Réal à Munich, et tous ces agents qui disent oui, toutes les SCPI arrivent.
tout le monde va collecter, mais en réalité, on voit que la moitié des SCPI n'arrivent pas à aller sur les différents marchés parce qu'ils n'ont pas assez de cash. Et en ce moment, le cash, c'est vraiment, on dit cash is king. Donc, ce qui aujourd'hui est hyper important, demain, quand on va être en haut de cycle, pour le coup, ça peut être un problème parce que quand on a également trop de cash et qu'on a des prix beaucoup trop élevés, on peut aussi dégrader la performance du fonds. Donc, en ce moment, c'est bien, mais ça reste quand même à prendre avec prudence. Et moi, il y a quand même quelque chose alors c'est pas que ça m'inquiète, et ça va pas aller dans notre sens, hein, Yann, parce qu'on collecte effectivement beaucoup. Ce qu'on essaye, en tout cas je parle pour Aldéran, c'est d'avoir de la granularité dans nos acquisitions. Et ce que je trouve assez quand même compliqué sur les marchés, je sais pas quel est votre point de vue, je trouve qu'actuellement, il y a quand même énormément de deals qui proviennent de quelques pays, et je trouve que toute l'Europe ne nous arrose pas suffisamment d'opportunités, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de marchés où les gens se disent attends, on est alors soit en bas de cycle, soit proche d'un bas de cycle, et je suis pas suffisamment pris à la gorge pour vendre mon actif. Donc ça redémarre, mais on le voit en ce moment, il y a majoritairement des actifs qui viennent du UK, donc il y a beaucoup de SCPI qui se dirigent massivement sur ce marché, mais je trouve pas, malgré le terrain de jeu large, j'ai pas le sentiment que ce soit une période non plus hyper facile pour acheter à tout va. Et je reste aussi prudente sur 2025, puisque plus on collecte et plus on a la responsabilité malgré tout d'acheter bien, mais quand même dans un temps assez contenu, parce qu'on a tous un délai de jouissance. Et ça, c'est le challenge de demain, même si, comme le disait Yann, oui, aujourd'hui, on arrive à acheter je dirais en moyenne à 200 points de base moins cher que ce qu'on pouvait trouver il y a 2 ans. Moi, je parle beaucoup de logistique, parce qu'on a Activimo, on arrive à acheter aujourd'hui des actifs à 7,5% qu'on touchait peut-être à 4,5-5 il y a 3 ans. Donc, en fait, qu'on n'aurait pas pu acheter. Donc, à la fois des opportunités, mais les opportunités, faut vraiment aller les saisir. Et malgré tout, je trouve qu'il faut quand même se battre sur les deals. Je sais pas quel est votre point de vue, mais... Merci Miranda, on va rebondir, mais effectivement, alors on voit, vous parliez beaucoup du UK, nous on voit beaucoup quand on fait des portefeuilles aujourd'hui diversifiés, il y a une proportion de l'Espagne qui est devenue assez considérable dans les différents acteurs pan-européens. Donc je pense que ça doit être avec effectivement le UK un des marchés très porteurs. Mais c'est parce que tu veux rajouter quelque chose brièvement pour qu'on enchaîne après, parce que j'avais une autre question. Ouais, non, c'est parce que l'Espagne est un pays qui va bien économiquement, enfin qui va mieux, on va dire. Mais il y a 2 pays qui vont relativement mieux en Europe au niveau économie, c'est la Pologne et l'Espagne, qui s'en sortent un peu mieux que les autres. Et donc c'est pour ça que on voit plus d'actifs sur ces marchés-là. Et puis après, des gens qui ont peut-être pas accepté la crise. On voit moins de deals en Allemagne parce que les Allemands ont encore du mal à renoncer et les taux sont plus faibles en Allemagne. Nous, on achète à des taux plus faibles en Allemagne. Mais une SCPI urbaine, ça permet ça aussi. C'est-à-dire que nous, on cherche pas, quand je dis qu'on achète à 7,5 moyen, on dit pas à nos invests d'acheter tout à 7,5. Moi, j'ai aucun problème d'acheter des actifs à 6,25. Aujourd'hui, je crois que mon actif le plus cher que j'ai acheté, ça doit être 6,25. Sur la logistique notamment, parce que la logistique est plus chère. Et à côté, on a acheté un immeuble de bureau à Milan à plus de 11% de rendement, avec un locataire 9 ans ferme, solidité, groupe coté, donc plusieurs centaines de millions de résultats d'euros de résultats nets, donc 0 sujet pour paiement du loyer, et une valeur vénale, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, une valeur vénale d'achat, c'est-à-dire le prix au mètre carré, autour des 2 000 euros du mètre, un peu moins de 2 000 euros du mètre, c'est pas le prix du foncier en fait. Donc oui, c'est du bureau, et je sais qu'il y a plein de gens qui tirent sur le bureau. Nous, on fera pas majoritairement bureau. Notre SCPI, le but, c'est jamais d'avoir un peu plus d'un tiers d'une catégorie d'actifs. Donc forcément, ça bouge parce que notre SCPI, elle est relativement jeune. Donc voilà, mais c'est notre objectif stratégique. Et donc c'est ça, c'est essayer de trouver une allocation qui permette et le marché européen, il permet ça, d'avoir une variété. Mais là où je rejoins Miranda, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de difficultés, parce qu'il y a cette on a fait exemple, il y a 15 jours, on a fait une offre sur un immeuble à Barcelone, dans Barcelone, du bureau, très peu cher, pareil là au niveau de 2 000 euros du mètre, alors qu'il y avait un locataire public 9 ans ferme, immeuble neuf.
Bah, le propriétaire a dit finalement à ce prix-là, je garde. Et je comprends. Et il a raison. C'est un instinct. Il a pas besoin de vendre. Il a raison de pas vendre. Voilà. Et donc, bah, on va pas l'acheter. Voilà. Mais, donc, il y a un peu ce raisonnement-là. Après, je ne sais pas s'ils ont raison sur le fait que est-ce que dans 6 mois l'immeuble il vaudra plus cher ou pas. Je suis pas sûr que ça soit à l'horizon 6 mois. Mais voilà, aujourd'hui on arrive à déployer la collecte et c'est pas parce qu'on collecte beaucoup qu'il faut acheter n'importe comment, ça c'est sûr également. Il faut être toujours très vigilant et nous vraiment là où on est le plus vigilant c'est sur le locataire parce que moi ce qui m'inquiète le plus effectivement c'est vraiment la santé économique de l'Europe et tout ce qui est par exemple accessoires automobile en Allemagne, on a vu beaucoup de deals autour du secteur automobile en Allemagne. Bah, on fait très attention parce que le secteur automobile en Allemagne il va très très mal. Merci Yann. Alors petite question à Christophe sur la partie bureau. Tu disais il allait falloir être agile et continuer à arbitrer notamment les portefeuilles parce qu'il y avait un sujet sur les bureaux. Concrètement, par exemple, quand on a une tour à la Défense qui est à moitié pleine, qu'est-ce qu'on en fait? Qui est-ce qui peut acheter demain cette tour en face? Et est-ce que il y a des idées de recyclage qui sont imaginées, élaborées pour pouvoir sortir de cette difficulté? Alors, en introduction à mon propos, Benjamin, je précise qu'on n'a pas de tour à la Défense, à la française, ou marginalement, non, qu'il n'y ait pas de malentendu. Après, il y a des gens très bien qui ont des tours à la Défense, au demeurant, c'est pas le propos, simplement c'était dans le cycle d'avant, et aujourd'hui on voit bien que les tours de haute taille, c'est un vrai sujet. Juste pour rebondir quand même sur ce qui a été dit précédemment, je partage grandement un petit bémol quand même sur la partie collecte. Nous, on a collecté, et c'est une année qu'on va qualifier d'inédite à la française, 130 millions d'euros. On voit bien quand même qu'il y a une collecte qui s'oriente plutôt sur des CPI qui sont, alors ça va anticiper le débat d'après, mais j'infuse cette idée-là sur des thématiques qu'on va qualifier de décorrélantes. Parce que on l'a vu et Yann l'a dit, c'est vrai que l'Espagne, pourquoi il y a une attractivité de l'Espagne? Parce que l'économie va bien. Et en fait, la corrélation entre la croissance de l'économie du PIB et le comportement de certaines classes d'actifs immobilières est évidente. Donc si on prend à rebours cette théorie-là, on voit bien qu'en France, il y a des classes d'actifs qui souffrent davantage, puisque la croissance, on peut pas dire que la croissance française soit aussi importante qu'on le souhaiterait. Donc ça impacte aussi les acteurs économiques et certains acteurs qui consomment, par exemple, et je viens à ta question, du bureau. Pour revenir à ta question sur le bureau, nous, oui, alors on arbitre, puisqu'on gère des fonds, il y a des fonds qui pesaient entre 4 et 5 milliards d'euros qui étaient composés de bureaux. On a arbitré l'année dernière sur l'entièreté de ce qu'on a fait à peu près un peu moins de 500 millions d'euros. Donc c'est quand même un sujet en tant que tel. L'asset management, on n'en a pas encore parlé, mais quand tu gères 11 milliards de SCPI, dont 70% est investi en immobilier de bureau, bien évidemment, il faut être actif et agile à l'arbitrage. Précision étant faite que bien évidemment, et c'est pas si évident que ça d'ailleurs quand on est un auditeur de ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est que ça se fait avec des actifs qui sont pour certains achetés de très longue date, détenus dans les fonds depuis très longtemps, et que malgré le contexte, on arrive à sortir avec des plus-values. C'est-à-dire qu'on arrive à rendre au fond de l'argent qu'on a gagné par la détention longue. Donc, bien que le cycle soit un petit peu compliqué, on arrive quand même à pouvoir arbitrer des actifs qui, il y a 10 ans, correspondaient à la demande, qui aujourd'hui ne correspondent plus à la demande. Donc la question c'est, est-ce que je les garde, je les remets aux normes, et je viens à ton point, ou est-ce que j'arbitre, je prends la plus-value et je fais autre chose? Sur la Défense, qui est le premier quartier d'affaires en Europe, en tous les cas identifié comme tel à date, oui, c'est un sujet majeur. Vous savez qu'il y a une réflexion profonde sur l'avenir de la Défense. C'est pas si simple que ça, de transformer, puisque je pense que c'est ton point, derrière ta question, de transformer des bureaux obsolètes, et pour le dire un petit peu durement, vide. Certains vont avoir des difficultés, c'est une certitude, probablement transformer en résidence, pourquoi pas étudiante ou en résidentielle, oui, mais ça a un coût. Et pour pouvoir le faire, il faut des ressources. Et aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui embarquent cette capacité de transformer des tours de très grande taille en changeant la destination tout simplement. Donc nous, on dit attention quand même, parce que ça, c'est la sortie, elle n'est pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Et donc, si on a le choix, c'est mieux de se positionner sur d'autres typologies d'actifs, nous semble-t-il. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire de bureaux. On l'a redit, Yann l'a précisé. Là, il y a une transaction en ce moment qui est en train d'être étudiée sur Paris à 700 millions d'euros, dont on parle beaucoup dans le Landerneau.
avenue Kléber. Donc on voit bien qu'il y a un retour quand même des investisseurs. Donc sur du bureau. Donc ça c'est plutôt rassurant. Mais c'est le bureau 2.0. C'est le bureau avec du serviciel, du flex office. Enfin tout ce qu'on a dit longtemps, j'y reviens pas. Donc le bureau n'est pas mort, mais on voit émerger d'autres segments du marché. La logistique en est un. On la travaille également depuis 12 ans à la française. La santé bien évidemment. Tout ça dans une dimension européenne. Donc on voit que le marché s'est repositionné et on est en plein dedans. Donc, quand tu interroges des acteurs de cette industrie pour te dire au moment où on vit les événements, qu'est-ce que va être le marché demain, je partage la prudence nécessaire qu'on a abordée avec Yann dans un contexte macro qui n'est pas simple à décrypter. Mais je redis quand même qu'on est probablement plus proche du point bas que d'une nouvelle séquence de baisse. Et on va probablement le voir à mi-année, puisque vous savez qu'il y a des expertises qui vont être livrées là dans quelques semaines. Depuis l'année dernière, maintenant. Exactement. Qui devraient confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire probablement que les gros ajustements sont derrière nous et que on est en place pour repartir sur un éventuel nouveau cycle, mais avec des drivers qui seront un petit peu différents. Donc à la française, c'est ce qu'on fait. On continue à gérer les fonds historiques. On continue à louer. On a des taux d'encaissement qui sont très bons, des taux d'occupation qui sont très bons. Mais on a un point d'attention quand même sur un certain type d'actifs. C'est ce qu'on appelle la réversibilité locative négative. C'est-à-dire que vous avez pendant toutes ces années de forte inflation des loyers qui ont été indexés sur les locataires en place, donc ils subissaient les indexations chaque année, qui, quand le bail arrive à terme, se retrouvent avec des loyers supérieurs aux loyers de marché. Donc là, vous avez une question qui se pose, c'est est-ce que le locataire reste en place ou demande à aller dans un autre actif ? Et donc là, il y a une négociation qui s'opère, et la question se pose de, si le locataire s'en va, est-ce que je garde l'actif ou est-ce que je cherche un locataire qui, par essence, va vouloir baisser le loyer ? Donc tout ça, c'est du travail au quotidien qui permet de tenir les locataires, et ça, c'est très important sur les fonds, notamment historiques, c'est tout le travail qu'on opère, mais globalement, on est assez confiant sur les fonds un petit peu plus récents, pour le dire ainsi, en tous les cas thématiques, pour tenir des performances qui ne sont pas celles que délivre Yann, qui sont inédites, pour le dire poliment, dans un contexte de marché qu'on connaît, par contre, qui ont vocation à être le plus stable possible dans la durée, autant que faire se peut. Merci Christophe. Alors pour la partie défense, moi j'avais des idées. Je voulais faire une ferme verticale, recycler en ferme verticale et pouvoir produire les fruits et légumes à côté de Paris, parce qu'on dit qu'il faut consommer local. Bon, je sais pas si c'est tout à fait possible. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a toute la partie éducation, enseignement, qui commence à se délocaliser pas mal sur la défense et à reprendre des étages de tours pour y délocaliser notamment des écoles. Moi, je suis pas inquiet sur la défense, en fait. Je suis très inquiet rapidement, Yann, parce qu'on a. Ouais. Mais juste la défense, pour moi, je suis pas inquiet à moyen terme. On est à 4 kilomètres de Paris, et on voit l'activité locative, elle reste soutenue à la Défense. Le problème, c'est qu'il y a des énormes quantités de bureaux disponibles. Les entreprises reviennent à la Défense et vont venir à la Défense. C'est pas un sujet. Alors, moi, c'est pareil, j'ai rien à la Défense. J'ai pas l'intention d'acheter à la Défense parce que pour le coup, je pense que ce qu'a montré la crise, c'est que, et ce à quoi on essaye de se tenir, c'est que la taille maxi des actifs qu'on regarde, c'est une cinquantaine de millions d'euros. Donc, on oublie la Défense. Mais moi, je suis beaucoup plus inquiet sur les zones dont je parlais tout à l'heure, en dehors. La Défense, ça finira par partir. C'est cyclique. La Défense a toujours connu ça, des périodes de surconstruction avec des effondrements des loyers. Aujourd'hui, effectivement, voilà, vous pouvez mettre le loyer que vous voulez à la Défense. C'est compliqué, mais ça repartira. Merci. Alors, on enchaîne parce que pour qu'on puisse tenir notamment notre timing. Alors, on vient de parler de 2024. Merci pour ce point sur vos différentes maisons. Si on parle de 2025 aujourd'hui, on en a déjà bien parlé, donc peut-être qu'on sera un peu plus rapide sur ces sujets-là. Quelle perspective? Alors, quelle perspective sur les taux? Et quand on parle de taux, de quoi on parle? Sur les volumes de transactions, vous en avez aussi un peu parlé. Et puis finalement, est-ce que ce qu'on vient de vivre quasiment sur le premier semestre 2025 et ce que vous estimez à venir pour la deuxième partie d'année, est-ce qu'on est sur le renouveau de la SCPI en général ou est-ce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, peut-être on est plus sur des points dissociés selon les secteurs géographiques, selon les secteurs d'activité. Finalement, comment se passe ce début d'année et qu'est-ce que vous percevez pour les mois à venir sur 2025? Miranda, par exemple.
On a beaucoup parlé de marché, donc on va peut-être parler maison. Alors nous, pour gérer à la fois de la SCPI thématique et à la fois de la SCPI diversifiée, et en plus, on a Activimo qui a un taux de rendement, alors je parle de taux de distribution non garanti, autour des 5,50%, avec une approche très long terme, résilience et un couple rendement-risque équilibré. Il faut toujours voir qu'est-ce qu'on a en portefeuille en face d'un rendement et de quelle qualité on parle. Et à côté, on a une Comet qui est un petit peu plus dynamique, évidemment qui est lancée dans un timing de marché quand même assez exceptionnel, et qui a une performance de chiffres, en tout cas pour la première année, c'est pas l'objectif long terme. Ce qu'on voit nous aujourd'hui, c'est que on a le sentiment que les investisseurs veulent tous aller vers de la diversifiée. Donc, tout un petit peu, tous les investisseurs nous demandent de la SCPI diversifiée, pan-européenne de préférence, et aiment de moins en moins la France. Et c'est vrai que finalement, dans une problématique d'allocation, on a un petit peu l'impression que parfois, saupoudrer de thématiques pour avoir un fonds de portefeuille résilient, en ce moment, c'est un petit peu oublié. Alors, on peut pas leur en vouloir parce qu'on voit des différentiels de taux de rendement qui sont assez impressionnants. Donc, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire sur 2025, sur Activimo, c'est de maintenir un taux de rendement autour de 5,50%, de maintenir notre valeur de part, et je pense que nos valeurs d'expertise vont être plutôt bonnes au 30 juin, puisqu'on voit vraiment que ça repart, de réaliser quelques plus-values, puisque la SCPI a maintenant 5 ans, on a pas mal de demandes non sollicitées pour nous acheter des actifs en portefeuille et de faire de la plus-value. Et notre objectif, en fait, sur Activimo, ça va être donc le maintien de ce taux de rendement, la pan-européanisation du véhicule, parce qu'Activimo aujourd'hui a beaucoup de France, on doit être à 80%, et l'objectif à 4-5 ans, c'est d'arriver à un équilibre 50 en France et 50% à l'étranger. En ce qui concerne Comet, donc à 18 mois, la réaction du marché a été très bonne. Aujourd'hui, on a des rythmes de collecte d'environ 35 millions par mois, donc moins de 18 mois après le lancement. Pour une jeune SCPI, c'est plutôt solide. Donc nos perspectives, voilà, c'est de continuer à bien investir, à aller saisir les opportunités un petit peu partout sur les marchés qu'on connaît bien, et à continuer à délivrer une bonne performance sur 2025, autour, je pense, des 8,5%. Mais en tout cas, plutôt positif sur 2025, et l'idée pour nous, c'est toujours de construire le futur. Donc 2025 pour nous, entre guillemets, est déjà fini. Donc là, on travaille sur la période 2026-2028. Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que on avait historiquement des SCPI qui étaient plutôt diversifiés. On a basculé sur une sélection avec des SCPI thématiques où tout le monde est parti en disant je veux de la thématique, je veux du commerce, je veux de la logistique, je veux de la santé. Et puis post-crise qu'on vient de voir, on revient en disant je veux absolument de la diversifier. Donc c'est assez marrant quand même de voir ces cycles-là. Pour rebondir sur la partie, effectivement, nous on le constate, on a des partenaires qui nous disent j'ai fait une allocation, qu'est-ce que t'en penses? Je veux pas de France, je veux plus de France. Alors est-ce que c'est, comme le disait Yann, une problématique économique? Moi, je perçois plus une problématique fiscale en fait. C'est un gros sujet quand même. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi les investisseurs et les conseillers finalement, parce que c'est assez lié, ne veulent plus de France au-delà de la crise, parce que même s'il y a une crise, il reste des secteurs qui seront porteurs, il reste du QCA qui va être loué, il reste de la logistique qui va fonctionner, du commerce, etc. La vraie problématique aujourd'hui des investisseurs, c'est la partie fiscale. Quand vous retraitez les prélèvements sociaux et que derrière, soit sur le taux effectif ou sur le crédit d'impôt, on a des rentabilités nettes dans la poche du client qui sont quand même largement supérieures en étant sur des investissements à l'étranger que sur des investissements en France. C'est sûr qu'à l'étranger, c'est moins confiscatoire parce qu'on n'a pas la CSG-CRDS. Donc, on a des marchés en Europe où on a 25% d'IS. Enfin, d'IS, l'équivalent d'un IS. Mais malgré tout, ce surplus de fiscalité fait que les gens, même si le sous-jacent est intéressant, en fait, à la fin, ils regardent le net. C'est peut-être pas forcément la meilleure approche sur le long terme. Donc, il faut quand même raisonner global et long terme. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a un focus sur, je prends le classement des rendements pour moi, alors, et je prêche pas pour ma paroisse, parce que Comet a eu un super lancement et un
super taux de rendement, mais acheter une SCPI sur son simple rendement, c'est un peu comme acheter une voiture en regardant que la couleur. Donc je pense que voilà, le rôle aussi des CGP, ça va être entre guillemets d'expliquer encore plus peut-être et de pas aller à la facilité du moment et de faire que de la SCPI diversifiée, parce que finalement l'offre est assez large et que une thématique sur laquelle on peut avoir un désamour à un instant T, moi je pense à l'hôtellerie. Je me souviens qu'en juillet 2020, on avait acheté un actif, un hôtel économique à Lisbonne. Alors on s'était fait planter par la banque 2 semaines avant parce qu'ils voulaient pas y aller. Tout le monde nous disait vous êtes des fous. En fait, en 2024, c'est la classe d'actifs qui a vraiment le plus performé, en termes de progression. Donc aussi prendre des risques et aller parfois sur certaines thématiques en réfléchissant long terme, ça peut vraiment aussi être une stratégie gagnante. C'est vrai qu'il y a la course à l'échalote au rendement en ce moment et je pense que pour rebondir sur ce que vous venez de dire et aller dans votre sens, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le travail qui est de faire de vraies allocations d'actifs et de pas mettre que des diversifiés, mais voilà, de faire des allocations qui soient diversifiées en termes de société de gestion, en termes de secteur et en termes de géographie. Christophe, l'année 2025, du coup, oui, on a déjà dit beaucoup de choses, mais oui, on pourrait faire des heures comme tu le sais, mais parce que la matière est passionnante, surtout dans le cycle actuel qu'on vit tous et tous. Après, je reviens quand même. Miranda a dit qu'on avait fait beaucoup de macro, mais c'est important. Une nouvelle fois, je redis. Là, on vit un contexte macro très particulier, c'est-à-dire que la BCE, la baisse des taux est quand même, arrive au bout du chemin probablement, mais on est monté très vite, on descend plus lentement, mais on descend. Et surtout, il y a un élément macro qui est très important, c'est la repentification de la courbe des taux et qui est très favorable globalement si on dézoome pour l'immobilier. C'est-à-dire que les taux courts aujourd'hui, le monétaire, pour parler des solutions d'investissement que proposent les conservations de patrimoine, le monétaire aujourd'hui, voilà, ça va pas être aussi attractif que dans le passé. Donc probablement qu'il y a des flux qui vont chercher des alternatives au monétaire, où on a vu des flux complètement dingues s'orienter depuis 2 ans sur cette classe d'actifs. Probablement que ça profite et ça va profiter à l'immobilier. Donc cette dimension macro est très importante. Après, sur ce qu'on fait nous, pour faire un peu de micro pour le coup à la française, oui, l'Europe, je partage ce qui a été dit. Nous, on a lancé un fonds européen il y a 12 ans, comme on a lancé un fonds logistique il y a 12 ans. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans le temps très long. Alors moi, je suis à la française, vous le savez, alors je le dis à chaque fois, mais c'est important parce que je vois ce qui se passe sur ces cycles. Moi, ça fait 25 ans bientôt que je suis à la française. Alors, bon, on prend comme on veut, mais on voit bien les cycles, le comportement des acteurs, d'ailleurs. Je partage tout à fait ce que tu as dit. Les anciennes classiques diversifiées, c'était, pour se dire les choses, des CPI de bureau. Voilà. Qu'on appelait classiques diversifiés, mais qui étaient des CPI de bureau. Aujourd'hui, effectivement, on a des vrais classiques diversifiés, qui sont le reflet du marché dont je parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tu as en France 25% bureaux, à peu près 25% commerce, 25% logistique et 25% alternatives, donc santé, hôtellerie, etc. Donc on est en plein dedans. Nous, on continue à croire que donner aux partenaires et aux conseils la possibilité de faire sa propre allocation en fonction du profil de son client, ça garde son sens. C'est pour ça qu'on continue à avoir des fonds thématiques, parce on touche du doigt quelque chose qui tient davantage aux besoins en termes d'infrastructure sociétale. Je pense à la santé typiquement. Aujourd'hui, sur la santé, on n'est pas simplement sur un véhicule d'épargne immobilière d'un côté. On est quelque chose qui apporte une réponse aux besoins sociétaux d'avoir plus de centres de santé, de répondre aux besoins liés au vieillissement de la population. Donc, on dépasse le cadre de l'immobilier en tant que tel, du rendement attendu qui est essentiel, mais pas le seul élément qu'on doit caractériser. Et donc, on continue à faire des investissements européens sur la santé, qui d'ailleurs, depuis sa création il y a bientôt 4 ans, n'a pas été déceptif malgré le contexte. Donc, on voit bien qu'il y a des classes d'actifs qui sont extrêmement résilientes. La santé est un très bon exemple parce que décorrélé, je le disais tout à l'heure, et on pense que s'il y avait une classe d'actifs à privilégier dans le moment de marché qu'on vit, indépendamment de ce qu'on peut faire en classique diversifiée, qui est une acception un peu différente de la matière, la santé clairement coche beaucoup de cases. C'est-à-dire que si on est capable d'aller sur des actifs décorrélés qui distribuent autour de 5% sur du très long terme, ça peut faire sens parce qu'il y a une dimension sociétale très très forte. Après, on continue, et je termine par là, sur l'asset management, on continue à repositionner nos fonds historiques qui étaient très exposés à l'immobilier de bureau.
Donc aujourd'hui, je peux la citer, voilà, sans rougir, c'est Épargne Foncière, qui est l'une des plus anciennes SCPI du marché. On est en train de repositionner le fonds. On arbitre beaucoup les bureaux au profit d'une diversification accrue sur d'autres thématiques, et on s'ouvre à l'Europe pour effectivement permettre d'aller chercher ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la diversification sectorielle d'une part et géographique d'autre part. Donc il y a un gros travail des équipes. On a bon espoir de pouvoir solutionner toutes les difficultés qu'on a pu connaître à un horizon raisonnable. Mais ça ne nous empêche pas en parallèle de continuer à pousser les convictions qu'on a sur la santé et effectivement la logistique dont parlait Miranda, avec un fonds qui s'appelle Élève Opportunité IMO, qui a fait du 5,70 l'année dernière. Donc ça prouve une chose, je ne sais pas si on anticipe la question d'après, mais qu'il n'y a pas de match entre jeunes SCPI et anciennes SCPI. J'anticipe sans faire la transition, mais j'anticipe parce que on est une maison ancienne et je l'entends depuis 3 ans, ce discours-là. Et c'est pas ça le sujet, en fait. C'est pas exactement ça qui se passe. Mais j'y reviendrai probablement, tu me laisseras y revenir, j'imagine. Sinon, t'auras déjà répondu à la dernière question. Yann, pareil, si, du coup, on en a aussi pas mal parlé, si on peut faire brièvement la partie 2025 pour ta maison. Non, c'était déjà très complet ce qu'ils ont dit tous les deux. En 2025, il y a une année qui reste une année de transition. Nous, ça reste une année de collecte importante. Après, j'entends moi, j'ai rien contre les fonds spécialisés. J'en ai pas fait. On s'est fortement posé la question au lancement. Est-ce qu'on fait un fonds diversifié ou spécialisé? Ma vraie inquiétude, c'était d'investir. J'aurais collecté 430 millions l'année dernière sur un fonds santé ou un fonds logistique. Je vais te dire honnêtement, je ne pense pas que j'aurais été capable de les investir, en fait. Et donc, c'est ça aujourd'hui que moi qui me pose le plus de problèmes. Sur une allocation, ça a du sens. Sur le long terme, ça a du sens. Après, il y a des questions de timing de marché qui fait que aujourd'hui, moi, je pense que dans l'environnement actuel, là, sur ces 2 années-là, le fonds diversifié, il a du sens, hein, et on voit avec le lancement de Colruyt, et on voit, nous, on a relancé Momentime avec du diversifié parce que, la période est à la diversification, comme le disait Christophe. Sur le long terme, il n'y a aucun sujet sur le fait qu'il faut du diversifié, du spécialisé, et voilà. Mais 2025, pour nous, une année de collecte importante où on va continuer, où on continue à investir. L'objectif, c'est d'avoir des performances qui sont en ligne avec nos objectifs de début d'année aux alentours de 7% sur Transition Europe et aux alentours de 7,5% sur Momentime. On préfère rester prudent. Voilà. Encore une fois, je pense que ce qui est important dans les messages à faire passer et dans ce débat, dans ce faux débat, je suis d'accord avec Christophe, ancienne, nouvelle, c'est que la SCPI, c'est un investissement pérenne. Et c'est pour ça que c'est important de montrer qu'il y a des anciennes qui vont bien également aussi, pour montrer que ce qui serait catastrophique aujourd'hui sur le marché, ça aurait été que toutes les anciennes SCPI se soient cassées la figure et que voilà, qu'il y ait que des nouvelles. Ça voudrait dire qu'on a un problème sur ce placement, en fait. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Il y a des anciennes sociétés de gestion et des anciennes SCPI qui s'en sont très bien tirées et qui continuent à délivrer des performances qui sont très honorables. Et je pense que c'est ça qui est important pour le marché, parce que Miranda et moi, on a plutôt des jeunes SCPI, mais qui deviendront vieilles un jour, comme on deviendra tous vieux un jour, voire peut-être qu'on l'est déjà. Et pas pour Miranda, mais on fera un webinaire sur ce sujet-là, si tu veux, Yann. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important parce que c'est vraiment la perspective de 2025, c'est de se dire aujourd'hui, toute la collecte qu'il y a à prendre, il faut la prendre. Moi, c'est ça aujourd'hui, je pense, le message, c'est de se dire, dans ce moment de marché, il est important de collecter, puisque c'est ça qui va faire la paire de demain. Et il est important de pouvoir se diversifier partout. Moi, je suis très triste aussi en tant qu'investisseur français que la collecte aille essentiellement sur du véhicule européen
il y a un vrai sujet fiscal, je suis d'accord avec toi, où c'est pas normal que aujourd'hui l'argent de l'épargne des Français aille sur que de l'immobilier européen. Et c'est pour ça qu'on a lancé Momentime. Nous, Momentime, c'est une SCPI internationale qui va faire du UK, des Nordiques, de l'Europe de l'Est, mais qui va faire au moins 40% de France. Et je pensais que c'était important parce que sinon on allait se retrouver à être un asset manager français qui investit jamais en France en fait. Et alors on a d'autres véhicules, on a Territoire et Silver qui investissent en France, mais d'un point de vue SCPI, je trouvais ça vraiment dommage. Et en plus, comme le disait Miranda au tout début, la France c'est un marché qui a décalé beaucoup plus tard. Et donc il y a encore des opportunités très très intéressantes en France à faire. Et voilà, le premier actif qu'on a acheté sur Momentime, c'est un actif loué 9 ans ferme à Enedis qu'on a acheté à plus de 8,5%. Moi je trouve que c'est très intéressant pour un porteur de parts. On sait que c'est des locataires qui sont ultra résilients, comme on le disait tout à l'heure, la région, puisqu'on a acheté cet actif à Nancy, c'est beaucoup plus résilient, ça a été beaucoup plus résilient dans ce cycle. Donc nous 2025, voilà, c'est continuer sur Transition Europe, ce qu'on a fait en 2024. Toujours distribuer des performances qui sont intéressantes sans tromper le porteur de part. Parce que ça, j'entends on dit ouais, mais tu délivres beaucoup de perfs. Mais on n'a jamais trompé le porteur de part. On a toujours dit dans nos reporting, dans notre commercialisation, que notre objectif à long terme, il était autour des 6%. Tant qu'on peut faire mieux, parce que le contexte de marché, il est particulier, on fera mieux. Et on est content de le faire. Transition Europe, on a fait 8,25 l'année dernière, mais dans les faits, on a fait plus de 10% de performance absolue. C'est juste qu'on a gardé beaucoup de reports à nouveau. On a gardé plus de 3 mois de reports à nouveau parce que voilà, on sait qu'à long terme, cette performance, elle devrait s'orienter vers les 6% parce qu'on n'est pas des magiciens. On achète à 7,5 moyen, on rajoute la couche de frais et ça nous donne une performance long terme qui est autour des 6%. C'est très simple en construction et je pense qu'on a tous besoin d'avoir une vraie transparence avec les épargnants, avec les partenaires, pour leur expliquer où on va et leur expliquer que l'investissement immobilier en SCPI, ça reste un investissement qui est très intéressant pour les porteurs de parts à long terme. Ça reste un investissement qui est pourvoyeur de rendement, de revenus pour les porteurs de parts et qui répond vraiment à un objectif patrimonial pour le porteur de parts. Par contre, voilà, il faut pas minorer les risques. Il y a un risque de liquidité, il y a un risque de marché, bien évidemment, mais dans une allocation d'actifs globale, la SCPI a une place qui est très intéressante pour l'épargnant. Merci Yann. Alors, on va vraiment essayer de tenir parce qu'on est déjà quasiment à 1 heure. La dernière question, on vient d'en parler déjà beaucoup, donc je vais vraiment qu'on essaie d'être assez rapide puisque vous l'avez déjà notamment Yann et Christophe pas mal évoqué. On est dans un moment fin mai début juin, il y a la finale de Roland-Garros, la plus longue de l'histoire avec une victoire d'Alcaraz, le PSG qui gagne 5-0 contre l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions, Bordeaux, moi qui suis ancien rugbyman, qui gagne la Coupe d'Europe, donc des événements sportifs incroyables. Et quand on est dans le sport, on parle de match. Avec Arkea marqué sur le maillot. Bordeaux. En plus, tu vois, alors en plus Arkea sur le maillot, bon. Et donc on est en période de match, quand on parle de sport, on parle de match. Et donc effectivement, la dernière question, elle venait un peu sur cette histoire de match, mais qui n'en est peut-être pas un finalement, de ce que je crois comprendre et de ce que vous venez déjà de commencer à dire. C'était cette image de match ancienne SCPI versus nouvelle, que certains acteurs veulent peut-être mettre plus en avant pour se mettre eux-mêmes en avant, et en tout cas c'est ce que vous aviez l'air de dire, messieurs. Et moi, une question, finalement, une SCPI, quand est-ce qu'elle devient ancienne? Est-ce que c'est une problématique de capitalisation? Est-ce que c'est une problématique d'âge? Comment vous définiriez, alors plutôt que le match, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui ce qu'est une ancienne SCPI versus une nouvelle? Comme je dis, est-ce que c'est la CAPI, est-ce que c'est le rendement, ou est-ce que c'est l'âge de la SCPI? On parlait d'épargne foncière, Christophe, que je connais bien, tu le sais, pour avoir été dans la maison avec toi, c'est vrai que c'est une des plus anciennes du marché. Donc voilà,
qu'est-ce qu'une ancienne SCPI finalement et qu'est-ce que vous pensez de ce match, je mets des guillemets, et vraiment je vous demande s'il vous plaît très rapidement parce qu'on a un timing à tenir pour que vous puissiez en tout cas faire votre conclusion si vous avez une actualité ou quelque chose à nous partager en fin de webinaire. Christophe refait là-dessus et puis on finira avec Miranda. Oui, enfin je vais faire très court parce que je crois que j'ai déjà donné mon point de vue, mais enfin ça dépend ce que tu entends par ancienne. Effectivement, ancienne ça pourrait être moi par exemple je suis un ancien de la Française, je me suis jamais senti aussi jeune, donc tout est relatif. Mais pour être plus sérieux, tu vois, nous on a lancé des CPI il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 12 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an. Et les performances, puisque je pense que derrière ta question c'est le sujet des performances, elles ne sont pas liées. Il n'y a pas de corrélation directe entre l'ancienneté et la performance. Donc ça, c'est pas ça le match dont tu parlais. Et je pense pas qu'il y a match. Il y a plutôt la capacité de la maison de gestion à être agile dans son asset management, dans ses choix d'investissement, dans ses arbitrages. Il y a des moments où c'est difficile par exemple, de refuser de la collecte. Et peut-être qu'il faut savoir le faire davantage. Voilà, ça c'est un sujet de place. Yann ouvrait le débat sur peut-être qu'il faudrait modifier la fiscalité française, même s'il l'a pas dit comme ça, mais pour rendre plus attractifs les fonds d'épargne immobilier non cotés français. Je pense clairement qu'il y a un sujet qui serait notamment une réponse à la problématique des retraites dont on parle beaucoup, mais ça c'est un autre débat. C'est le lobbying, ça. Exactement. Modestement. Ils ont lancé le ballon d'or pour Ousmane Dembélé. On va lancer le lobbying de la fiscalité sur l'immobilier français. Et vous êtes tous concernés, donc ça ira. Donc je pense pas qu'il y ait réellement de match jeune ancienne, et je partage l'idée que c'est vraiment une approche marketing. Après faut pas se voiler la face. On voit bien que les plus récentes ont naturellement plus tendance dans le cycle actuel à délivrer plus de performances. Par contre, on jugera sur l'horizon de placement qui est de 9-10 ans, si effectivement celles qui délivrent aujourd'hui des taux de rendement très significatifs pourront le tenir dans la durée. Et la question c'est voilà, est-ce que le 8 dont parle Yann, et je le félicite à ce titre-là, et ils sont capables de le tenir longtemps. Moi, ce que je sais sur les thématiques qu'on pousse, donc la santé avec LF Avenir Santé a fait du 5, elle a vocation à faire du 5 dans la durée. La logistique avec LF Opportunité Immo, elle fait du 5,70, elle a vocation à faire plus de 5,50 dans la durée. Et la dernière année, puisque Yann disait qu'il n'y avait pas assez d'investissement français, on a lancé il y a 1 an une SCPI franco-française qui est LF Croissance et Territoire. Et je termine par ça, qui a délivré du 6,25 l'année dernière. Donc moi je considère que 6,25 et c'est une SCPI qui est effectivement récente mais qui a pour origine une ancienne SCPI capital fixe qu'on a variabilisée. Donc chaque cas de figure est un peu particulier. Et clairement, il faut que les partenaires, les conseillers, regardent de plus près comment on adresse chaque segment. Mais le match jeune-ancienne est un match qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Et c'est un match qui, on le verrait dans les années qui viennent, est un match qui sera derrière nous très probablement assez vite. Merci. Pour rebondir et finir, finalement, on voit aussi un match entre France et étrangers aujourd'hui. Alors pour en régler en tout cas une petite partie, je rappelle que sur les personnes morales, notamment à l'IS, quand on est sur des taux à 15 ou 25%, l'investissement français peut aussi prendre son sens par rapport à de l'investissement personnes physiques. Et c'est vrai que nous, dans certaines allocations qu'on voit, on voit qu'il y a une plus grosse partie de France finalement quand on est sur une personne morale à l'IS, parce que l'impact fiscal finalement de l'IS est aujourd'hui un peu plus restreint. Yann, sur ce sujet également, si tu peux faire brièvement pour finir et donner la parole à Miranda qui n'a pas parlé depuis un moment, la pauvre. Non, mais je me suis déjà exprimé. Effectivement, jeune ancienne, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, il faut être très vigilant aujourd'hui sur toutes ces jeunes SCPI qui se lancent. Ce qui fera la différence à moyen terme, c'est SCPI qui collectent versus SCPI qui ne collectent pas. On a l'impression que la SCPI, c'est une poule aux œufs d'or pour les sociétés de gestion. Une SCPI, pour qu'elle soit rentable pour une société de gestion, il faut qu'elle ait atteint au minimum 300 millions d'euros sous gestion. Or, je suis pas sûr que sur l'ensemble des véhicules qui a été relancé récemment, beaucoup atteindront les 300 millions. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un peu sur le marché à l'heure actuelle, c'est de se dire, on va se retrouver dans 4-5 ans avec des véhicules. Mais on a vécu ça. Enfin, moi, je l'ai pas vécu parce que je venais tout juste d'arriver sur le marché, mais
fin des années 90, il y a pas mal de SCPI en fait petites qui ont été absorbées et qui ont fusionné et et je pense qu'on va se retrouver à un niveau sur ce terrain-là. Donc ancienne, nouvelle, non. Pas de sujet. Après, ce qui est important aussi, c'est à quel moment on rentre dans le cycle. C'est pour ça qu'on a appelé notre SCPI Moment Time. Voilà, pour avoir été gérant sur des sociétés de gestion par le passé, plutôt un même gérant de fonds peut avoir des fonds qui se comportent extrêmement bien quand il est rentré dans la crise et plutôt mal quand il est rentré au pic du marché. Et ça, et pourtant, c'est le même bonhomme qui gère les fonds derrière. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Le moment de marché pour rentrer sur un marché, ça fait la performance du fonds au démarrage. Après, sur un fonds qui, comme les SCPI, qui a une collecte ouverte, ce qu'il va faire sur la durée, là, ça va être la performance du gérant, est-ce qu'il est capable d'amener à cette SCPI, mais non, moi je pense qu'il est surtout important de rappeler que la SCPI est un produit d'épargne qui peut être très intéressant pour se constituer une épargne à long terme. Et obtenir du complément de revenu, qui est quand même un des objectifs majeurs et premiers, je rappelle, de la SCPI. Ne pas regarder que la valorisation, mais bien qu'est-ce que je touche comme revenu. Et c'est vrai que les épargnants ont souvent tendance à oublier quand ils ont des appartements, tant qu'ils ont leur locataire, ils vont jamais faire la valorisation de leur appartement. Tant qu'ils continuent à toucher les loyers et leur complément de revenu, finalement, ils se posent pas cette question de valorisation. Donc, c'est vrai que cette partie SCPI, on va dire, je trouve le terme un peu galvaudé, pierre-papier, finalement, elle peut apporter ce côté un peu négatif de quelle est la valorisation, et maintenant on est sur 2 valorisations annuelles. Quand on a de l'immobilier physique, on se la pose pas cette question de valorisation, enfin en tout cas on se la pose moins, sauf parce qu'on ait une obligation de vendre. Miranda, du coup, pour finir, on a commencé, on finit, voilà. Moi, c'est un débat que j'aime pas trop. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue d'un gérant de SCPI qui disait dans cette crise, il y a les gagnants et les perdants, alors que pour moi, l'investisseur qui a perdu, il est juste perdant. Et c'est une manière en fait de se comparer entre nous, alors qu'en fait, on est tous censés se démarquer évidemment, mais proposer une alternative de qualité aux investisseurs qui veulent placer une partie de leur épargne long terme sur des bases solides et finalement faire une allocation chez plusieurs gérants. La nature même de la SCPI, 99 ans, alors sauf à la raccourcir, fait que par nature, les jeunes vont devenir ados puis vieux. Donc là où je rejoins Christophe et Yann, c'est que en fait, la performance, elle va jouer sur le long terme. Il y a de nombreuses années, on avait également des rendements très élevés et puis progressivement, ils se sont tassés pour se rapprocher, on va dire, des 5-6%. Je pense que du 5-6% sur le très long terme, à condition d'avoir une bonne gestion des cycles, une collecte que l'on pilote également, puisque quand on ouvre les vannes en tout temps, c'est là en général, surtout quand on a des délais de jouissance assez courts, qu'on peut faire des mauvais choix. Mais voilà, à partir du moment où on a une bonne gestion des cycles, de la collecte, qu'on essaie d'être agile, d'anticiper, et peut-être aujourd'hui ne plus voir l'investissement en pierre-papier comme quelque chose d'atone et uniquement une valeur refuge, parce que finalement il y a quand même des cycles. Je pense que finalement il y a de la place pour tout le monde et moi c'est un débat que j'aime pas beaucoup. Et là où je rejoins Yann, aujourd'hui j'ai envie de dire attention peut-être effectivement à l'opportunisme. On a peut-être une tendance à penser que la SCPI c'est un Eldorado et il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. Je crois qu'il y a une 18 ou 20 SCPI avec parfois des sociétés de gestion qui n'ont pas cette expérience de la SCPI, qui est un véhicule quand même très particulier. On n'achète pas que de l'immobilier. En fait, il y a quand même une réelle ingénierie financière à mener pour tenir sur le long terme. Et ce qui peut me faire peur, moi, c'est ce que tu disais, Yann, c'est ce côté un peu mort-né. Parce qu'effectivement, si on n'atteint pas une taille critique, il peut y avoir de la casse. Et cette casse, finalement, c'est les investisseurs qui en paieront le prix. Donc, je pense que le match, il n'est pas sur jeunes versus vieux, mais sur... voilà, quand on gère de la SCPI, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et je pense que les investisseurs, il faut qu'ils soient vigilants là-dessus. Sauf à ce que le gâteau regrossisse comme 2022 à plus de 10 milliards de collectes, voire 15 ou 20, où là, il devrait y avoir assez pour tout le monde. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ça va pas aiguiser à nouveau les appétits d'autres qui voudraient se lancer? C'est toujours un peu le sujet. Après, moi, je rajoute peut-être... Oui.
peut-être un dernier point, je pense que surtout on parlait tout à l'heure de la diversifiée pan-européenne. Pour faire de l'Europe depuis 14 ans, et ça, j'ai couvert une quinzaine de marchés, c'est pas aussi simple. Donc je pense que se dire allez, on lance une pan-européenne parce que tout le monde y va, il y a quand même des réels temps quand on veut le faire en tout cas proprement. Et je pense que l'expertise reste quand même assez clé sur ce domaine, même si on est sur du diversifié. Au contraire. Merci beaucoup Miranda, merci à vous trois. Alors je vais vous demander vraiment un exercice pour bien tenir la fin du timing, c'est une conclusion chacun en moins d'une minute. Alors j'aurais répété ça à de nombreux temps, mais c'est jamais facile d'être le maître du temps sur un webinaire, surtout quand il y a beaucoup de choses à dire aussi passionnantes. Une conclusion, j'ai envie de dire peut-être plus sur votre offre, sur votre actualité ou un point que vous souhaitez remettre en avant pour conclure ce webinaire Immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo. Eh bien Miranda, on va repartir par vous. Moi, j'ai pas particulièrement de conclusion. Je pense qu'on a évoqué énormément de points. Nous, chez Alderan, on a vraiment une expertise très immobilière couplée à une expertise très financière et une connaissance pointue et très terrain. En tout cas, notre approche très terrain et très pragmatique, je pense, est aujourd'hui une force sur les marchés, en tout cas sur le marché de la SCPI. Et voilà, je pense qu'on se démarque pas mal de cette manière. Avec Activimo sur la logistique, 80% France, 20% étrangers, mais avec vocation à être à 50-50. Je crois que j'ai bien retenu le message. À peu près. Et puis Comet, la dernière année, qui est plus pan-européenne diversifiée. Merci Miranda. Merci. Yann, petite conclusion. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, donc une petite conclusion. C'est vrai, je te confirme. Non, mais voilà, pour répéter encore une énième fois, que la SCPI est un placement pertinent pour les porteurs de parts, qu'il faut avoir une bonne analyse du risque, qu'il faut faire une allocation, et ça c'est important, mais pas 100% dans une seule SCPI. Je pense que ça, Benjamin, tu le répètes suffisamment, mais je pense que c'est important de le rappeler et que on est encore sur un bon moment. Voilà. Si j'osais, je dirais que c'est le moment time, mais c'est le beau moment pour investir pour rentrer sur des fonds immobiliers qui sont encore, voilà, Christophe l'a dit, l'immobilier est un point bas. Moi, je pense que ça va durer encore un peu ce point bas parce que la situation économique est dégradée. On va pas vers des nouvelles baisses de valeur, mais ce point bas, il risque de s'étendre 2025-2026, et donc que c'est un très bon point d'entrée pour rentrer sur des véhicules qui collectent, parce que voilà, encore une fois, je pense que c'est là que la différence se fera, parce que c'est ça qui permettra de générer de la performance à long terme. Et CPI, donc Transition Europe et Momentum. Merci Christophe, Yann, pardon, et Christophe du coup pour finir. Oui, si. Vous êtes tellement dit, je suis d'accord que j'ai fini par. Non, on n'est pas toujours d'accord, mais là, en l'occurrence, il y a un constat, force est de constater que voilà, il y a une situation de marché on commence à y voir un peu plus clair quand même. Hein. Les 3 dernières années ont été assez compliquées, pour le dire comme ça. Elles sont faites d'opportunités. Et si j'osais, je parlerais des LF Opportunités IMO de la Française, bien évidemment, qui est une SCPI investie sur la logistique depuis une douzaine d'années, qui a délivré du 5,70 en 2024, mais pour compléter en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que on continue de gérer les fonds historiques au mieux de l'intérêt des partenaires et des associés, bien évidemment. Ça, c'est la priorité numéro 1, malgré le contexte. Et donc, le ciel progressivement s'éclaircit. Ça prend plus de temps que prévu, je partage, mais ça s'éclaircit quand même. Et puis, à côté, il y a un ciel un petit peu plus bleu sur la santé. Clairement, tout se passe bien sur LF Avenir Santé, qui est une SCPI qui va fêter son 4e anniversaire, qui a dépassé les 250 millions d'euros de capitalisation. Donc, merci aux partenaires pour leur confiance, et qui délivre un 5% plus en 2024. Et puis voilà, parce qu'on a un triptyque dans l'offre qu'on propose aux partenaires pour ce nouveau cycle. À côté de la santé et de la logistique dont j'ai parlé, il y a la dernière année qui est LF Croissance et Territoire, qui permet d'aller capter la relative stabilité des marchés en région, en France, et qui a délivré un 6,25 plus en 2024. Donc voilà ce que je pouvais livrer, c'est que des maisons anciennes, pour le coup, des maisons anciennes peuvent faire et offrir des solutions au bout du jour aux partenaires, et ce, dans la durée.
Merci beaucoup. Alors moi, ma conclusion, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Louis de Funès avec Annie Girardot, La Zizanie, où il disait ce qui est important, c'est 1, le plein emploi, 2, le plein emploi et 3, le plein emploi. Eh bien moi, ma conclusion, c'est ce qui est important pour les conseillers indépendants sur la SCPI. 1, la diversification, 2, la diversification et 3, la diversification. Et je pense que ça résumera tout ce qu'on vient de se dire dans ce webinaire. Messieurs, madame, je vous remercie sincèrement pour cet exercice, pour votre transparence, pour vos points d'actualité, pour vos accords, vos désaccords. C'était absolument passionnant. Je pense que ça permettra à tous ceux qui nous écouteront, en tout cas, d'avoir une bonne vision, de vos maisons respectives, et puis de ce que peut être aujourd'hui le marché de ces évolutions à venir. Donc, sincèrement, au nom de Patrimoine 24 et de Venimo, je tiens à vous remercier. Et puis, écoutez, au plaisir de vous revoir dans quelques mois pour refaire le point éventuellement sur ce qu'on aura pu se dire aujourd'hui et comment aura évolué ce marché. On vous souhaite une belle fin d'année 2025. Bien évidemment, de la collecte pour pouvoir la déployer et l'investir au mieux. Mais ça, on a toute confiance en vous et en vos équipes. Et à très bientôt sur un webinaire immobilier Patrimoine 24.